La suprématie chinoise pourrait devenir réalité. C'était le titre d'un article récent de Foreign Policy, écrit par Stephen Walt, professeur à Harvard, qui avertissait que l'ascension de la Chine en Asie semblait inévitable. Walt y soutient que, en se retirant des organisations internationales, en imposant des droits de douane contre presque tous les pays du monde et en lançant la guerre en Iran qui a fait monter les prix du carburant, le président Donald Trump a finalement offert la région à la Chine sur un plateau. Pour citer le professeur ici, Trump a fait à peu près tout ce que ferait quelqu'un qui voudrait consciemment que la Chine supplante les États-Unis et établisse une position dominante dans sa région immédiate. Stephen Walt n'est pas seul à avertir de l'ascension de la Chine. Kishore Mahbubani, un diplomate singapourien qui a été ancien président du Conseil de sécurité des Nations Unies, défend un argument similaire depuis des années, notamment dans son livre « La Chine a-t-elle gagné ?» Mais ce qui rend ce moment si remarquable, c'est que la majeure partie de la politique étrangère américaine envers l'Asie a été façonnée par le besoin d'arrêter, ou du moins de retarder, l'ascension de la Chine. L'abandon de cette décision est peut-être le plus grand revirement de l'équipe Trump. Même si Walt a raison et que l'administration Trump ne cherche plus à contenir Pékin, cela ne signifie pas que personne ne s'en préoccupe. Le principal espoir de la région réside peut-être aujourd'hui dans une nation insulaire 25 fois plus petite que la Chine, l'ancienne puissance militaire qu'est le Japon. Le soleil levant. Après la Seconde Guerre mondiale, le rôle du Japon en matière de sécurité régionale était simple: accueillir des troupes américaines, financer partiellement et laisser Washington gérer. Cet arrangement a bien fonctionné durant la guerre froide, mais reposait sur l'engagement volontaire des États-Unis dans la région. Et la classe politique japonaise n'était pas convaincue que ce statu quo durerait indéfiniment. En 2015, le gouvernement de Shinzo Abe a adopté une loi autorisant les forces d'autodéfense japonaises à combattre dans certains cas de autodéfense collective. Il s'agissait de cas où une attaque contre une nation alliée menaçait la survie du Japon. Avant, la loi n'autorisait le recours à la force que si le Japon était attaqué. À l'époque, ce changement était extrêmement controversé. Cependant, la loi a été adoptée et cela a ouvert la voie à d'autres réformes. En 2017, Abe a supprimé le plafond de 1% des dépenses de défense du Japon, souvent vu comme le principal obstacle aux réformes de défense, bien qu'il ne soit pas inscrit dans la loi. L'année suivante, Tokyo a formé la brigade de déploiement rapide amphibie pour défendre et reprendre des îles éloignées, visant notamment celles disputées en mer de Chine orientale par Tokyo et Pékin. La même année, Tokyo a annoncé son intention de modifier ses destroyers de classe Zumo afin qu'ils puissent opérer des chasseurs F-35B dont le Japon prévoyait d'acheter 147 exemplaires. Même si c'est exagéré, certains disent bon que Tokyo a désormais son premier porte-avions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais si Shinzo Abe a peut-être amorcé la remilitarisation du Japon, c'est son protégé nouvellement élu qui semble bien parti pour achever ce travail. Selon Daisuke Kawai, professeur à l'université de Tokyo, personne n'a été plus engagé dans ce changement que le Premier ministre Takahashi, qui est entré en fonction en octobre de l'année dernière. En avril, elle a annoncé la plus grande réforme des règles d'exportation de la défense de Tokyo depuis des décennies. Son gouvernement a levé les restrictions sur la vente d'armes à l'étranger, permettant la vente de missiles, navires de guerre et autres systèmes d'armes. La plupart des pays de la région ont salué ces changements, notamment les Philippines, dont le secrétaire à la Défense Gilberto Teodoro a affirmé que cela permettrait à Manille d'obtenir des armes de qualité pour renforcer la défense nationale et contribuer à la sécurité régionale par la dissuasion. Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme une allusion à peine voilée à la Chine. Takahashi a ouvert l'industrie de la défense et augmenté les dépenses de défense à 2% du PIB du Japon, s'engageant à investir encore plus. Dire que cela a suscité des inquiétudes à Pékin, c'est un peu comme dire que la saison 3 de One Punch Man n'a été que légèrement décevante. Mais rien n'a autant irrité la Chine qu'une déclaration faite par Takahashi au Parlement en novembre dernier. Le Premier ministre japonais a déclaré qu'une attaque chinoise contre Taïwan pourrait menacer l'existence du Japon, sous-entendant que Tokyo pourrait invoquer la loi de 2015 signée par Abe pour venir en aide à Taïwan. La Chine était, pour le dire gentiment, furieuse. Pékin a accusé Takahashi de vouloir raviver le passé colonial du Japon, une accusation grave au vu des crimes de guerre commis par le Japon en Chine. Elle a aussi dissuadé les touristes chinois d'aller au Japon, suspendu les importations de produits de la mer et interdit l'export de biens à double usage vers 20 entreprises japonaises accusées de fournir l'armée. La Chine n'a pas seulement réagi par des représailles diplomatiques et commerciales. En décembre dernier, des chasseurs chinois ont verrouillé leurs radars sur des avions japonais, forçant le Japon à faire décoller ses propres chasseurs en réponse. Ceci illustre la tentative de Pékin de pousser Takahashi à s'excuser. Cependant, Takahashi a résisté et les sondages montrent que cela n'a pas entamé son soutien.
Les sondages réalisés en décembre montraient bien que 70% du pays la soutenaient, un chiffre que la plupart des gouvernements occidentaux envieraient. S'opposer à Pékin et relancer la défense est une chose, mais plus important à long terme pourraient être les efforts de Takahashi pour bâtir une coalition régionale face à la Chine. Avant d'évoquer les membres de cette coalition, faisons une pause pour présenter notre alliance imbattable. Frontstoko est un site réservé aux abonnés pour ceux qui veulent explorer les grands conflits et enjeux géopolitiques qui façonnent notre monde. Chaque semaine, nous proposons 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et des podcasts traitant de la guerre en Ukraine, des crises au Moyen-Orient et des alliances en Asie de l'Est. C'est seulement 5 $ par mois, ou 50 par an. Jetez-y un œil si vous voulez plus de moi à l'écran, parlant de sujets vraiment terrifiants. Comme si 6 jours par semaine sur les fronts ne suffisaient pas. C'est Frontstoko, 5 $ par mois. Allez y jeter un œil. Et maintenant, revenons à ces nouveaux alliés, en commençant par le plus improbable de tous, la Corée du Sud. Alliés et partenaires. Étant donné le souvenir persistant des atrocités de guerre japonaises dans la région, l'identité de certains membres de la coalition de Takahashi, notamment son principal partenaire, la Corée du Sud, pourrait surprendre. Tokyo et Séoul entretiennent une relation compliquée, et c'est peu dire. Le Japon a colonisé la Corée de 1910 à 1945, et pendant cette période, il a commis des atrocités si horribles que nous ne pouvons même pas les mentionner ici sur YouTube sans risquer d'être démonétisés. Chez Frontstall Company, nous abordons ce type de sujet. Ces blessures restent ouvertes. En 2018, les tensions entre les deux pays ont culminé après que la Cour suprême sud-coréenne a ordonné à une entreprise japonaise d'indemniser des Sud-Coréens pour travail forcé durant la Seconde Guerre mondiale. Cela a entraîné une succession de mesures, dont la rétrogradation du statut commercial des deux pays. Séoul a aussi menacé de rompre un accord de partage de renseignements avec Tokyo, mais a renoncé sous la pression américaine. Bien que cela se soit produit sous l'égide de son mentor, Shinzo Abe, Takahashi travaille sans relâche pour changer cela. Depuis son arrivée, elle et le président sud-coréen Lee Jae-myung se sont vus 4 fois en 6 mois, un rythme inimaginable il y a quelques années. Lors de leur rencontre en janvier, qui s'est tenue à Nara, la ville natale de Takahashi, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leurs liens en matière de sécurité afin de faire face aux inquiétudes croissantes en Asie de l'Est, ainsi que d'autres allusions à peine voilées à la Chine. Cela a été réaffirmé lors de leur rencontre la plus récente, qui a eu lieu il y a environ une semaine. Bien que la Corée du Sud soit une pièce importante du puzzle pour Takahashi, ce n'est pas la seule qu'elle a méthodiquement mise en place. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la décision du Japon d'ouvrir son industrie de défense aux exportations mondiales a attiré beaucoup d'attention de la part de Manille, mais ce n'est là qu'un des petits aspects de la coopération entre les deux pays. En janvier, Tokyo et Manille ont signé un accord pour fournir en franchise d'impôts munitions, nourriture, carburant et autres nécessités lors d'exercices communs de leurs troupes. Cet accord a été mis en place pour soutenir la mise en œuvre de l'accord d'accès réciproque de 2025 ou RAA, qui permet aux deux pays de déployer leurs forces sur le territoire de l'autre pour des exercices conjoints, des interventions en cas de catastrophe et d'autres missions visant à renforcer l'interopérabilité. Tokyo a aussi renforcé ses liens avec l'Australie en signant un accord de 6,5 milliards de dollars pour fournir une flotte de navires de guerre conçus au Japon. Takahashi a également annoncé le lancement de Power Asia, un acronyme quelque peu tortueux pour Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia. Il devrait demander aux Américains comment faire. Un programme de 10 milliards de dollars pour renforcer la sécurité énergétique sur le continent. Chacune de ces initiatives est significative en soi. Pris ensemble, cela laisse penser que le Japon cherche à contester la domination chinoise dans la région, soulevant des questions. Comment la Chine va-t-elle réagir ? Ensuite, les efforts du Japon suffiront-ils à stopper la Chine ? Nous avons évoqué les tentatives chinoises pour forcer Takahashi à s'excuser, mais la réponse de Pékin à la résurgence militaire japonaise dépasse les restrictions commerciales et les verrouillages radars à Okinawa. Lors de leur rencontre mi-mai, le président Xi a critiqué l'effort de défense du premier ministre Takahashi devant le président Trump, selon le Financial Times. Le Times a indiqué que Xi s'est agité en abordant la hausse des dépenses militaires du Japon, moment le plus tendu de la réunion. Les responsables de l'administration Trump ont été surpris par l'irritation de Xi, car le Japon n'avait pas été abordé lors des discussions précédant la réunion. Xi Jinping s'efforce beaucoup de projeter l'image d'un dirigeant qui est calme, posé et toujours maître de lui. Donc pour qu'il laisse tomber ce masque, même lors d'une réunion privée avec Trump et d'autres responsables, c'est un aveu flagrant que la Chine s'inquiète des actions du Japon. Cependant, la Chine n'a pas seulement protesté lors de réunions bilatérales.
Selon les chiffres publiés par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou CIPRI, la Chine a augmenté ses dépenses de défense de 7,4% en 2025, portant son total estimé à 336 milliards de dollars. Il est aussi important de noter que le CIPRI et d'autres analystes signalent que la Chine ne publie pas toutes ses dépenses militaires, les chiffres réels pouvant donc être supérieurs de plusieurs ordres de grandeur. Pour 2026, Pékin a annoncé qu'il augmenterait à nouveau ses dépenses de défense de 7%. Malgré la plus faible hausse depuis 5 ans selon Reuters, cela reste supérieur aux dépenses militaires du reste du continent. À l'ouverture du Parlement chinois, le Premier ministre Li Qiang a affirmé que Pékin se concentrait sur l'amélioration de sa préparation au combat et le développement de capacités de combat avancées. Au-delà du budget, la Chine envoie des signaux plus clairs sur ses capacités militaires. Le jour de Noël 2025 environ, 2000 bateaux de pêche chinois ont soudain cessé leurs activités et formé 2 longues lignes parallèles dans la mer de Chine orientale, chacune dépassant 400 km sans. Selon le New York Times, les navires ont répété cette manœuvre le 11 janvier, se regroupant en une formation rectangulaire si dense que certains cargos approchant ont dû les contourner ou zigzaguer pour pouvoir passer. Ils ont aussi agi ainsi en mars, selon Jason Wang, directeur des opérations d'Injana Space, société spécialisée dans l'analyse d'images satellites et de signaux de navires. Les données ont indiqué à l'AFP qu'environ 1200 bateaux se sont rassemblés en 2 lignes parallèles, plus à l'est que lors des événements de janvier et décembre, et ont maintenu leur position pendant environ 30 heures sans pente. Ces navires appartiennent à la milice maritime chinoise, un groupe de pêcheurs formés militairement et mobilisables pour combattre aux côtés de la marine. La raison du rassemblement massif de ces navires n'était pas immédiatement claire. Gregory Poling, directeur de l'Asia Maritime Transparency Initiative, a écrit dans le New York Times qu'il pensait que c'était pour tester la réaction des navires civils si on leur ordonnait de se rassembler lors d'une future crise, comme un blocus de Taïwan. Le fait que la Chine puisse amener des milliers de navires à se coordonner en mer, même s'il s'agit uniquement de navires civils, alors que le Japon ne possède que 154 navires dans toute sa marine, souligne à quel point l'écart actuel entre les deux nations est immense. Et cela avant même de prendre en compte les 234 navires de guerre de la Chine. Pékin utilise souvent cette flotte impressionnante pour mener des tactiques de zone grise. Selon l'East Asia Forum, en 2025, les gardes-côtes chinois ont passé 335 jours consécutifs dans les eaux entourant les îles Senkaku, administrées par le Japon. En 2024, ils avaient repassé 215 jours consécutifs dans ces eaux. Et de telles tactiques ne se limitent pas seulement au Japon. En 2025, la Chine a violé l'espace aérien taïwanais plus de 3700 fois et, selon Reuters, a lancé plus de 2,8 millions de cyberattaques par jour contre 2,4 millions en 2024. En mer de Chine méridionale, des navires chinois ont harcelé des navires philippins et des avions chinois ont continué à défier agressivement les patrouilles aériennes australiennes par des manœuvres dangereuses. En plus du militaire, Pékin rivalise avec le Japon économiquement, utilisant la ceinture et la route et la dette de ses projets pour élargir son réseau d'influence au-delà de celui de Tokyo. La question de savoir si ces pays se précipiteraient au secours de Pékin en cas de confrontation avec le Japon reste ouverte, d'autant plus que la dette chinoise est très mal perçue dans la plupart des endroits qui en sont accablés. Cependant, cela ne veut pas dire que Pékin ne peut pas influencer ces nations. Tout cela nous amène à notre dernière question. Le Japon en a-t-il fait assez pour contrer la Chine ? Et d'emblée, nous allons dire que non. Nous ne pensons pas que le Japon en ait fait assez pour contrer la Chine. Je veux dire, ne vous méprenez pas, ce que le Japon a construit au cours de la dernière décennie est vraiment impressionnant. Mais cela reste bien en deçà de ce que la Chine a accompli, sans même parler de placer Tokyo à égalité avec Pékin dans la région, capable d'arrêter son ascension. La principale raison à cela, c'est le temps. La Chine a passé des décennies à renforcer son armée, développer son économie, coordonner l'initiative, la ceinture et la route, et accroître son influence mondiale. Le Japon, lui, n'a vraiment débuté qu'en 2015 avec des avancées progressives jusqu'à l'arrivée de Takahashi. L'avance de Pékin est tellement énorme qu'il faudrait des décennies au Japon pour rattraper son retard. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la Chine possède 234 navires de guerre et ses chantiers navals en construisent de beaucoup d'autres chaque année. Selon une étude du Center for Strategic and International Studies, ou SIS, entre 2019 et 2023, les 4 plus grands chantiers navals chinois ont produit 39 navires de guerre. Même si le Japon investit dans sa marine, il ne peut simplement pas suivre ce rythme de production. En matière d'investissement, le Japon a consacré 2% de son PIB à la défense, soit 62,2 milliards de dollars. La Chine a dépensé près de 5 fois plus, soit 336 milliards, et ils pourraient en dessous déclarer leurs dépenses militaires. Il faut aussi évoquer la puissance économique de la Chine.
La Chine est le principal partenaire commercial de nombreux pays de la région, et l'économie japonaise n'est pas assez grande pour absorber un tel volume ou remplacer la production chinoise. Enfin, la question de la population demeure. Selon le gouvernement, la crise démographique du Japon est un problème existentiel. En 2024, le Japon a compté près d'1 million de décès de plus que de naissances, soit le plus fort déclin démographique depuis les enquêtes gouvernementales débutées en 1968. Bien que la Chine ait une crise démographique, elle est moins grave qu'au Japon. Se fonder sur la population et les dépenses militaires ne suffit pas à prédire l'issue d'une guerre. Si c'était le cas, la Russie organiserait des défilés de la victoire à Kiev au lieu de supplier Zelensky d'épargner ses parades à Moscou, et l'Amérique imposerait ses conditions à l'Iran au lieu de céder lors des négociations. Ces indicateurs restent utiles, mais selon eux, Tokyo est clairement en position de faiblesse. Pourtant, se demander si le Japon peut rivaliser avec la Chine n'est peut-être pas pertinent. Le Japon n'essaie pas de rivaliser avec la Chine, il pourrait plutôt chercher à se positionner comme une alternative crédible pour les pays de la région qui sont mal à l'aise avec l'idée d'une domination chinoise, mais qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Depuis des années, de nombreux gouvernements asiatiques équilibrent l'acceptation du commerce et des investissements chinois dans les infrastructures, tout en tentant de résister à l'influence chinoise et se protéger de l'agression chinoise. Prenons les Philippines. Malgré leurs différends en mer de Chine méridionale, la Chine reste le principal partenaire commercial de Manille. Les Philippines tiennent un rôle clé dans l'initiative La ceinture et la route, avec de nombreux projets comme l'aéroport international de Sangley Point et le pont Benonzo Intramuros, réalisés grâce au financement et à l'expertise chinoise. Si le Japon propose à des pays comme les Philippines de choisir entre Tokyo et Pékin, plutôt qu'entre Pékin ou des infrastructures vétustes, cela pourrait fortement limiter l'influence chinoise. Et la bonne nouvelle, c'est que Tokyo essaie déjà de le faire à travers des initiatives comme Power Asia. Peut-être que la meilleure option pour Tokyo serait de réunir les autres pays de la région dans une alliance type OTAN pour contrer l'agression chinoise, le cadre existant déjà. Le Japon a renforcé ses liens militaires avec presque tous les pays de la région et l'ouverture de son industrie de défense ne fera que les consolider davantage. Et la plupart de ces pays sont déjà liés, à des degrés divers, par leurs accords bilatéraux de défense avec l'Amérique. La question est donc de savoir si une volonté politique existe pour créer une telle organisation. Tout pays laissant entendre qu'il pourrait rejoindre ou former une telle alliance subira un harcèlement chinois inédit. La Chine pourrait même refuser de commercer avec eux dans le pire des cas. Cela pourrait être le prix à payer pour former une alliance capable de s'opposer efficacement à la Chine. Parce qu'au moins en Asie, un seul pays, aussi puissant soit-il, ne peut pas y arriver seul. Merci d'avoir regardé.